Arrivé en cours de route. En tout cas, le quorum est atteint. Quelques pouvoirs. Heidi Moulin donne son pouvoir à Jean-Claude Léraud. Martine Georget donne son pouvoir à Liliane Mousset. Et Lydie Turmel me donne son pouvoir. Je vous propose d'ouvrir l'ordre de séance avec la désignation d'un secrétaire de séance et l'ordre du tableau, puisque on a pris l'habitude de fonctionner avec l'ordre du tableau. Appelle Jean-Claude Léraud pour assurer ses missions de secrétaire de séance. Est-ce qu'il en est d'accord? Est-ce que tu en es d'accord? Oui. Il est d'accord. Donc je mets au voie la proposition pour que Jean-Claude Léraud soit secrétaire de séance. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. Alors, l'ordre du jour nous amène à l'approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal. Donc, est-ce qu'il y a des remarques sur ce conseil municipal? On avait notamment validé la convention de maîtrise d'œuvre pour les travaux extérieurs de la salle Jean Baudou. On va en parler tout à l'heure, puisque aujourd'hui on va attribuer le lot. Le choix du bureau SPS également pour cet aménagement. On avait fait le choix également de l'entreprise qui va installer l'éclairage sportif au stade Jacques Vallée. On avait signé une convention de servitude avec Enedis sur la Rouge. On avait validé le prêt pour le financement des travaux de réhabilitation, notamment des travaux d'assainissement sur le quartier de la Taille. Quelques décisions modificatives. On avait également renouvelé le contrat de maintenance des cloches et des paratonnerres, et puis renouveler également l'autocontrôle microbiologique avec le laboratoire d'analyse, notamment pour la restauration scolaire. Et enfin, nous avions modifié les règles d'utilisation du compte épargne-temps. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce procès verbal? Non. Eh bien, écoutez, je le mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. Autre point donc à l'ordre du jour, c'est un point de travaux et ça concerne notamment l'attribution du lot unique pour les travaux de voirie, juste sur le parvis de la salle polyvalente. On avait validé le principe il y a quelques mois déjà. On avait fait le choix du maître d'œuvre à la dernière séance. Et donc depuis, le marché a été lancé. Alors la particularité de ce marché, c'est que c'est un lot unique. C'est un lot VRD, voirie. La consultation s'est déroulée sur tout le mois de juin. Les entreprises avaient jusqu'au 30 juin pour répondre à midi. Donc plusieurs entreprises ont retiré l'offre, mais au final, on n'a eu qu'une seule candidature. Plusieurs raisons à cela, en discutant avec notre peintre d'Europe. D'une part, c'est que effectivement les entreprises, il y a des hauts et des bas, là on est plutôt sur la période haute avec des entreprises qui ont du travail. Et la particularité de notre cahier des charges, c'est qu'on demandait que les travaux soient réalisés d'ici le 31 octobre. C'est également. Vous verrez que dans l'offre qu'on a reçue, comment un candidat peut nous répondre tout en disant écoutez, moi le 31 octobre je ne peux pas respecter. Alors certes il perd des points, mais il peut tout à fait nous répondre en disant moi je pourrais, mais seulement à partir de décembre ou janvier en fait. Mais ça n'a pas été le cas. Donc d'un côté c'est bien, ça veut dire que nos entreprises ont du travail, et de l'autre ça limite la mise en concurrence, puisque par définition quand on a une seule offre, il faut pouvoir l'évaluer sans comparaison. Il y a quand même une comparaison, c'est le chiffrage par le maître d'œuvre. Systématiquement, avant de lancer un marché, on sait vers quoi effectivement on tend, et forcément on peut comparer les offres reçues je dirais au chiffrage initial qui avait été prévu. Voilà, donc une seule offre, c'est l'offre de l'entreprise Colas qui a été reçue. Donc elle a été analysée par l'assistant, le maître d'œuvre qu'on a retenu. Je vous rappelle que la particularité du maître d'œuvre qu'on a retenu, donc c'est l'agence départementale
d'ingénierie, et pour l'instant, on a fait le choix de la prendre seulement jusque donc dossier de consultation des entreprises, l'analyse et notification, c'est-à-dire que le suivi de chantier, habituellement le maître d'œuvre assure le suivi de chantier. On s'est dit qu'au regard du périmètre et de la technicité du chantier, on pouvait effectivement suivre le chantier, notamment via la commission travaux. Voilà. À tout moment, si on a une difficulté technique, etc., on pourra quand même consulter le cas échéant notre maître d'œuvre, mais sa mission s'arrêtera donc à l'issue de la notification du marché. Donc, offre initiale. Donc sur l'aspect technique, on peut peut-être commencer par l'aspect technique. On n'a pas l'invitation là sur le côté technique des choses. Non, on l'a pas dans la note. D'accord. On a la fiche technique ou pas de notes? Oui. D'accord. D'accord. Ok. Donc en tout cas sur l'aspect technique, on n'a pas les éléments, mais on vous les a transmis par mail. Alors hier seulement, puisque il y a eu une phase de négociation le 30 juin. Donc il y a eu les retours des offres et il y a eu la CAO qui s'est déroulée le 4 juillet. Entre le retour des offres et la CAO, donc il y a eu une négociation, c'est-à-dire que concrètement le maître d'œuvre il a analysé un petit peu les prix et il a considéré effectivement notamment sur certains matériaux que le candidat avait eu la main un peu lourde. Donc on a demandé donc au candidat de revoir ses prix, d'où effectivement l'offre négociée. Vous voyez que dans l'offre initiale, on était avec les imprévus sur une offre hors taxe à 241 499. Donc, comme je vous dis, entre la remise de l'offre et la CAO, donc il y a eu une première marge de négociation en disant, bon, sur certains prix, on voit que vous êtes quand même plutôt élevé. Notamment, il y avait effectivement un sujet de déblais, en disant évacuation des déblais, c'est un peu cher, etc. Enfin bon, voilà, on l'a amené à se positionner sur ces points-là en disant, merci de revoir votre prix. C'était prévu par le marché. Et donc, il a revu ses prix, donc à la marge, vous voyez qu'on est passé de 241 499 à 237 867. On a eu la CAO. Donc la CAO, effectivement, a proposé donc de retenir l'offre Colas, a proposé au conseil municipal de retenir l'offre Colas. Pour autant, en CAO, on s'est dit que si le délai, le calendrier contraint était un élément qui faisait que les prix étaient un petit peu élevés, donc on a relancé depuis la CAO une négociation en disant effectivement concrètement sur le calendrier, puisqu'ils nous proposent ils avaient déjà effectivement proposé dans leur offre un calendrier qui décalait la fin de chantier du 31 octobre au 27 novembre. Donc on s'est dit en CAO, bon, quitte à décaler, ça peut être aussi un peu plus loin si ça nous permet d'avoir des prix plus intéressants. Donc d'où cette deuxième négociation, et vous voyez qu'on a fait encore quelques économies, bon, très peu, mais de presque 3 000 €. On est arrivé à une offre négociée, donc numéro 2, à 235 648 €. Voilà. En sachant que globalement, ce qui ressort quand même de l'analyse, c'est que comment l'entreprise nous dit, vous avez fait le choix effectivement de mettre des pierres et du calcaire, notamment sur le parvis. Vous voyez, dans le cahier des charges, l'idée c'était de faire un rappel aussi de la place, puisque faut imaginer le parvis sans les toilettes publiques, une vue dégagée. L'idée c'est qu'il y ait une continuité entre l'aménagement de la place et le parvis. Voilà. On s'est dit que c'est quelque chose qui pouvait être encore discuté, même une fois l'offre validée. Donc c'est vrai que c'est de l'ordre de cet aspect-là, des pierres, c'est de l'ordre de 50 à 60 000 €. Donc c'est quelque chose qui peut effectivement être encore discuté avec l'entreprise dans le cadre de son conseil, mais c'est vrai que voilà, sur les autres points, ils nous ont répondu également que sur le déblai, c'est quand même un périmètre assez contraint, donc qui pouvait expliquer les coûts qu'ils avaient positionnés. Là aussi, on s'est dit aussi en CAO que dans les faits,
le côté des blés. Ils nous mettent un forfait notamment pour, je dirais, évacuer. Et donc, si au niveau de la commune, comme on le fait souvent, on trouve, je dirais, un agriculteur ou une personne qui est en mesure de prendre en compte ces déblais, évidemment, ce sera donc un coût, je crois que c'est de l'ordre de 10 000 euros, ce coût pour donc le déblaiement du chantier. Donc voilà, donc au final, donc une seule offre, en sachant qu'on était parti sur une estimation à 250 000 euros. Hein, TTC, notamment dans le cadre de notre budget, on était parti à 250 000 euros. Là, vous voyez, en TTC, on arrive à une somme de 282 777,62 euros. Bon, les éléments rassurants, même si donc il n'y a pas de deuxième ou troisième candidat pour comparer, les éléments rassurants, c'est que Colas est une entreprise connue, hein, donc on part pas dans l'inconnu. Tous les chantiers, à ma connaissance, en tout cas les récents depuis quelques années, effectivement, sont toujours bien passés. Donc voilà, donc c'est un élément quand même rassurant. C'est pas comme si c'était une candidature avec une entreprise sans référence, avec une entreprise avec laquelle on n'avait jamais travaillé. Mais en revanche, effectivement, l'offre finale TTC est à 282 777 euros, avec avec 11 000, un peu plus de 11 000 euros de provision pour imprévu. Mais ça, c'est assez classique, c'est 5% du montant hors taxe qui est valorisé dans l'offre. Voilà, j'ai essayé d'être le plus complet possible. Alors, vous avez reçu le détail de l'analyse hier. Peut-être qu'il y a des remarques, des questions auxquelles on peut répondre en séance. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques sur le sujet? Peut-être Jean-Jacques ou Jean-Claude, si vous voulez compléter. Non, simplement dire que par rapport au retard des travaux de la mairie, ce que tu parlais tout à l'heure, Sébastien, c'est de reculer un peu les travaux de façon qu'on puisse garder notre base de chantier dans la cour. Donc, s'il y a des questions, autrement. Oui, Michael. On va te donner le micro, Michael. C'est Sophie qui va se faire la joie de prendre le micro, la plus jeune d'entre nous. Moi, ma seule question, c'est, bon, je suis d'accord avec de faire les travaux, ça, il n'y a pas de souci. Moi, mon interrogation, c'est d'enlever le garde-corps qu'il y a sur le muret. Parce que moi, j'estime que ce garde-corps-là, il est quand même joli, bien poncé, bien peint, ça aurait de la gueule. Parce que si on l'enlève par mettre une simple lisse ou chat, je pense qu'il y aura peut-être un problème de sécurité. Parce que si quelqu'un tombe en bas, bah, il y a quand même un fort dénivelé, quoi. C'est juste mon interrogation. Alors, sur le sujet, après, j'ai envie de dire les goûts et les couleurs, hein, au-delà de la couleur d'ailleurs. Le sujet, en fait, quand on travaille sur ce projet, hein, je vous rappelle qu'il est en plusieurs étapes. Hein, il y aura une autre phase aussi par la suite sur l'aménagement autour du presbytère, etc. L'objectif, c'est de dégager la vue sur la vallée. Très honnêtement, effectivement, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire qu'aujourd'hui ces grilles n'obstruent pas la vue. Hein. Typiquement, aujourd'hui, à moins de monter effectivement sur le muret pour observer la vallée, il n'y a pas d'autre moyen si ce n'est d'observer effectivement entre deux baronnages. Donc, dans l'approche, effectivement, c'est plutôt celle-ci. La proposition qui est faite, c'est bien sûr en respectant les règles de sécurité. Hein, le maître d'œuvre avec lequel on a discuté, bien évidemment, nous propose effectivement un barodage sécuritaire. En revanche, effectivement, le barodage qu'il nous propose, c'est plutôt des barres horizontales, hein, donc un barodage horizontal à 2 niveaux, qui effectivement permet d'une part de ne pas forcément aller à cette hauteur donc assez importante de barodage, donc on diminue effectivement légèrement le barodage tout en restant effectivement dans la limite réglementaire, et effectivement on récupère de la visibilité, même pour les enfants effectivement le cas échéant, entre 2 barreaux horizontales, évidemment que
comment même les enfants pourront profiter de la vue. Parce que le principe, c'est quand même celui même, je veux dire, dans l'absolu, des promeneurs qui vont venir se balader effectivement ici. Il faut imaginer, pas forcément d'ailleurs à l'entrée de service, mais on s'est dit pourquoi pas l'installation d'un banc dans un recoin, effectivement. On peut imaginer que ce soit aussi un espace calme. Une visibilité, le cas échéant, aussi sur le jardin partagé, sur le canal. Tout ça, aujourd'hui, le barodage actuel ne le permet pas. Bon. Après, c'est un coût supplémentaire, évidemment, mais moi, ça me semble aller plutôt dans la cohérence de notre objectif, à savoir dégager la vue sur la vallée du Lune. Voilà. Après, le sujet sécurité, bien évidemment, Michael, c'est un sujet essentiel, et évident qu'on ne partirait pas sur un barodage qui rendrait effectivement ou insécurisant ou non réglementaire la chose. Aujourd'hui, on est sur une réglementation à 1,10 m, on va respecter la réglementation à 1,10 m. Après, j'ai envie de dire, si aujourd'hui, pour observer, il faut monter sur le muret, c'est pas l'objectif. On va effectivement, à travers aussi ce barodage, qui sera effectivement vraiment dans le prolongement du mur, on va éviter justement que des personnes puissent aujourd'hui utiliser le rebord du muret pour monter dessus et justement comment prendre des risques inutiles. Il y a aussi cet aspect-là. En changeant le barodage, effectivement, ça permet qu'il soit dans le prolongement côté muret. Oui, et de toute façon, on le voit là. Un enfant peut monter sur le mur. Du mur, il met un pied sur la barre verte horizontale, et après, on n'a plus la hauteur. Donc, on est c'est 1 m ou 1,10 m, c'est du sol. Donc, à partir du moment qu'il y a des marches, jusqu'à la dernière marche possible que l'enfant peut monter, ou l'adulte, il nous faut le minimum 1 m. Je ne sais pas si tout le monde a bien compris ce que j'ai voulu dire. Oui, là on a le rebord du mur. Après, 10 ou 15 cm au-dessus, on a une barre horizontale qui est verte. Donc l'enfant peut mettre son pied sur la barre et après on n'a plus la hauteur. Ah ben oui, non mais je comprends. Mais c'est ça la réglementation. Tu peux répondre si tu veux, Michael. Est-ce que ces arguments t'ont convaincu? Pas trop. Pas trop, parce que j'imagine un enfant, même s'il met le pied sur la petite barre qu'il y a sur la barrière, il y a quand même des pics qui sont quand même au-dessus. Je pense qu'avant qu'il traverse, tandis que des lisses droites comme ça en horizontale, c'est quand même plus facile à... C'est sûr que la vue, elle est dégagée. Ça, il y a... Voilà, oui. Michael, je pense que tu étais avec nous sur la commission de travaux du gymnase. Ouais. Tu te rappelles, là-haut, on a remplacé toute la rambarde parce que justement, c'était ce problème-là. On n'était pas au nord, donc elle a été modifiée. Bien. D'autres remarques là-dessus? Donc on serait sur le cas échéant, donc faut, bien sûr, comme toute attribution de marché, ensuite il y a la réunion de lancement du chantier, et on serait sur un démarrage de chantier donc en courant septembre, début octobre, tout en sachant qu'on doit jongler aussi avec les locations de salles. Donc il y a quand même un certain nombre d'engagements de location qui ont été pris, donc ça veut dire que, comme disait Jean-Claude, en plus il y a le chantier mairie. Donc l'idée, c'est vraiment bien coordonner les deux chantiers sans précipitation. Bien, donc je mets au voie donc la proposition de retenir l'entreprise Colas pour donc une offre donc négociée à 235 648,01 €. Y a-t-il des abstentions? Une abstention. Y a-t-il des oppositions? Je vous remercie. Finance, subvention exceptionnelle pour donc le judo club de Valoperche, et je vais laisser la parole à Liliane. Donc nous avons reçu des demandes de subvention exceptionnelles. Donc une première pour le judo club de Valoperche
Donc il s'agit d'une jeune licenciée qui a participé au championnat de France à Villebon-sur-Yvette le 17 mai dernier. Donc comme on a l'habitude de le faire, la commission s'est réunie le 1er juillet pour vous proposer de lui attribuer la somme de 100 € pour prendre en charge en partie les frais de déplacement, l'hébergement et la restauration. Nous avons reçu également une demande de subvention pour une licenciée d'un club de tir à la carabine de Vendôme, mais on lui a déjà donné il y a quelques années une subvention. Elle a participé donc au Grand Prix de France, au Championnat de France et à la Coupe du Monde en Allemagne. Donc voilà, donc la commission s'est réunie aussi pour vous proposer d'attribuer la somme de 100 € pour ces frais de déplacement, d'hébergement et de restauration. Donc ce sont toutes les deux des habitantes de Ballon-Pêche. Y a-t-il des questions? Merci Liane. Donc s'il n'y a pas de questions, je mets aux voix donc, la subvention exceptionnelle pour le judo club donc, de Vallon-Perche pour un montant de 100 €. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Pour la subvention exceptionnelle pour le club de tir à la carabine de Vendôme, mais pour une jeune Perche-Valloise, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Décision modificative numéro 2 du budget principal. Donc, comme vous le verrez, peut-être qu'il faut qu'on... Donc, on a plusieurs choses qui n'étaient forcément pas prévues dans le budget. Donc, alors, on va commencer par le fonctionnement. Donc, dans les dépenses, c'est bien les 200 € qu'on vient de voter donc de subvention exceptionnelle. Donc, on vous propose de porter... au 657,48 pour un montant de 200 €. On a également donc une annulation de réduction de mandat avec EDF, c'est-à-dire que concrètement, on avait, vous savez qu'avec EDF, on avait eu un problème un temps, notamment dans le cadre d'avoir qu'on avait facturé, c'est-à-dire concrètement, on avait fait un titre en disant EDF nous doit 10 409. Et finalement, EDF n'a jamais payé ce titre. Et pour la raison qui est assez simple, c'est que cet avoir finalement a été déduit des factures reçues, sur plusieurs factures. Voilà. Donc on doit effectivement annuler ce titre, et ça passe effectivement par une charge de 10 409 €. Ça, c'est pour la partie dépenses. Et puis pour la partie recettes, donc c'est plutôt des bonnes surprises à la marge. Donc par rapport aux dotations qui nous sont attribuées, notamment sur la dotation forfaitaire, on a une bonne surprise, c'est-à-dire on a 13 € en plus, donc effectivement c'est toujours ça. Sur la DSR, en revanche, la dotation de solidarité rurale, on a une très belle surprise, puisque par rapport à ce qu'on avait porté dans notre budget, on est à plus 70 798 €. Donc ça c'est plutôt, on avait prévu 280 000 seulement dans le budget, et donc après notification, c'est effectivement une belle augmentation de notre dotation solidarité rurale. Et sur la dotation nationale de péréquation, là aussi, donc on avait, c'est toujours un peu aléatoire, donc on n'avait rien prévu dans notre budget, et finalement on a eu 19 279 €. Et concernant les dotations biodiversité à l'unité rurale, là aussi, c'est une dotation qu'on a chaque année. On est toujours très prudent d'une année à l'autre en recettes, bien évidemment. Donc on avait prévu 34 000 € et finalement on a reçu 37 942 €. Donc tout cela représente une recette nouvelle de 94 032. Et donc pour équilibrer notre section de fonctionnement, eh bien, donc on va pouvoir alimenter notre section d'investissement, donc à hauteur de 83 423 €, ce qui nous permet d'équilibrer notre section de fonctionnement. Voilà pour la partie fonctionnement. Et puis pour la partie investissement, donc évidemment, si on a des ressources nouvelles en investissement, ça va nous permettre de diminuer l'emprunt qu'on avait prévu. Donc c'est ce qui se passe. Donc vous voyez qu'en recette d'investissement, donc on retrouve le virement de la section de fonctionnement pour un montant de 83 423.
On a également une régularisation dans le cadre du marché UAR, ça c'est avec la vidéoprotection, donc à hauteur de 15 477 €, et ce qui nous permet de diminuer donc l'emprunt qui a été prévu donc au BP 2025 de 82 623 €. Et du côté de l'investissement, donc on a cette écriture de régularisation. Concrètement, c'était une avance qui était versée avec l'entreprise UAR qu'on doit régulariser pour un montant de 15 477 €. Et également, il nous faut donc augmenter l'enveloppe de renouvellement des extincteurs. Chaque année, on prévoit une enveloppe de renouvellement d'extincteurs. De mémoire, c'est 2 000 €. Et donc, suite aux contrôles qui ont été effectués donc récemment, donc on a fait faire des devis, et donc pour le renouvellement de certains extincteurs, on dépasse l'enveloppe. Donc c'est la raison pour laquelle on vous propose de faire une rallonge de 800 € pour nous permettre de renouveler les extincteurs qui sont préconisés par notre contrôleur. Voilà, donc notre section d'investissement s'équilibre ainsi à 16 277 €. Voilà, y a-t-il des questionnements sur cette BM? Le contrôleur? Alors il y a le contrôleur, effectivement, oui, c'est le refeu qui contrôle. Et les extincteurs qu'on va changer, qui est-ce qui nous les fournit? C'est Sigli ou de Sotal? Ah, je sais pas, on a reçu effectivement un devis, j'ai pas les éléments ici, bon, on te redira, c'est pas encore attribué puisqu'on n'a pas l'argent, mais en l'occurrence, j'ai pas la réponse là-dessus. Comment? Ouais. Il n'y a que 2 sociétés qui fournissent les extincteurs. Et au refeu, on propose aussi, non? Je ne connais pas. Non, parce que moi, je me rappelle à l'époque, quand je travaillais, on avait fait des études de marché. Des comparaisons? Il y avait des différences importantes entre différents fournisseurs. Non, mais on parle sur les extincteurs. Ouais, d'accord. Et même dans les contrats d'entretien, parce que les fournisseurs nous faisaient les contrats d'entretien en même temps. C'est-à-dire alors là, il y a vu. C'est avec les vérifications aussi. Ouais, alors là, effectivement, moi je suis plus réticent sur le sujet parce que je trouve qu'on peut difficilement être jugé parti, quoi. C'est-à-dire que le contrôleur, effectivement, va nous dire qu'il faut changer 10 extincteurs, et donc derrière, il va nous les fournir. Les extincteurs dans des contrôles à faire qui sont périodiques. Je ne sais pas comment ça se passe. Ah bah si, dans les entreprises. Et puis il y a des dates dessus, à mettre dessus, et au bout d'un certain nombre d'années, les extincteurs sont à remplacer. Oui, systématiquement. Oui, j'entends, mais dans l'absolu, quand le contrôleur nous propose lui-même effectivement un devis, il faut s'assurer de le mettre en comparaison et en concurrence. Bien sûr. Donc voilà, je ne sais pas à ce stade, c'est Valérie qui a suivi ce dossier. Pour l'instant, on n'a rien validé, mais au regard des premiers devis qu'on a reçus, on sait qu'il nous manque de l'argent. Mais il faut qu'on mette en concurrence, et on t'apportera les précisions là-dessus pour préciser qui on sollicite là-dessus. Il faut au moins deux voire 3 devis. Bon, la somme est 2 800 €, donc à minima, c'est au moins 2 devis sur le sujet. Je ne sais pas si on peut changer, vu qu'on a un contrat avec le refeu, c'est marqué là-bas, si on peut... Ouais, si on peut avoir un autre fournisseur. Oui, la maintenance. Là où on a, c'est un engagement et contractuel sur plusieurs années, c'est sur la maintenance. Mais effectivement, quand il y a des renouvellements, des changements effectivement à faire, d'extincteurs, on a la possibilité d'en mettre en concurrence. Et heureusement d'ailleurs, parce que ça poserait un problème. Donc on t'apportera la précision, Jean-Paul, sur le sujet pour vous préciser qui on sollicite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'ailleurs, tu n'as pas pris le micro, Jean-Paul, c'est pas bien. Ah si, pardon. D'accord. D'autres questions sur cette proposition d'EDM, décision modificative? Non. Donc je mets aux voix. Donc pour cette décision modificative numéro 2, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Autre point à l'ordre du jour, donc c'est la création d'un poste d'attaché
territorial et suppression d'un poste de rédacteur principal de première classe, comme on le fait, alors pas souvent, mais quand ça arrive, et on est ravi que ça arrive. Vous savez que dans le cadre donc de l'évolution de carrière des agents fonctionnaires, ils ont la possibilité soit de passer des concours, soit de bénéficier de ce qu'on appelle la promotion interne. Donc chaque année, effectivement, il y a des dossiers qui sont présentés au centre de gestion, et sauf qu'au niveau du centre de gestion qui est à Alençon, il y a un certain nombre de postes par grade qui sont attribués. Et donc, vous imaginez qu'au niveau départemental, il y a plusieurs personnes qui postulent. Donc, il y a un système de notation qui prend en compte l'expérience, l'ancienneté dans les grades, la responsabilité dans les missions, votre expérience associative. Enfin, il y a plusieurs critères qui font que vous arrivez à un certain nombre de points et ce qui permet de classifier finalement les agents au final. Donc là, on a un agent qui donc a fait un dossier plusieurs années de suite et qui n'était pas retenu. Et cette année, on a eu effectivement la joie d'apprendre que comment cet agent était retenu. Aujourd'hui, elle occupe un poste donc, de rédacteur principal de première classe et donc elle peut maintenant prétendre à un poste d'attaché territorial. Voilà. Donc concrètement, c'est un changement de catégorie. On passe de la catégorie B à la catégorie A. Bon, voilà, c'est une vraie promotion. Et puis à terme, pas au départ, mais effectivement par la suite, quand on est en catégorie A, forcément, avec l'ancienneté, la grille de rémunération est plus importante. Voilà. Donc on vous propose bien sûr de créer un poste d'attaché qu'on n'avait pas sur la collectivité. Il se trouve en plus que comment la personne concernée est aussi la personne qu'on a désignée secrétaire général. Donc ça a du sens à ce que la secrétaire générale de la mairie soit aussi attachée. Donc c'est la raison pour laquelle on vous propose donc la création de ce nouveau poste d'attaché et en parallèle la suppression du poste actuel. Voilà. Y a-t-il des questions sur cette proposition? Comme je le disais, effectivement, a priori, pas d'impact salarial, en tout cas sur la masse salariale en 2025, mais c'est plus effectivement dans l'ancienneté, quand il y aura une revalorisation. La revalorisation, elle sera forcément un peu plus importante qu'elle n'aurait été en tant que rédacteur principal. Voilà, donc des questions là-dessus? Non. Donc on la félicite à nouveau, bien sûr, pour la réussite à cette promotion interne. Et donc, je vous propose cette création dès que possible. Donc j'espère au 1er juillet. Je pense que même si... Ouais, mais bon, je pense que si on peut... logiquement, il n'y a pas d'effet rétroactif. Mais je veux dire, elle est promue au 1er juillet. Notre décision, effectivement, elle est certes le 9 juillet, mais si on est tous d'accord qu'on part sur le 1er juillet, on viendra nous dire que c'est pas possible, mais en tout cas, il faut le faire. Et puis si on dit que c'est pas possible, on régularisera, mais sa promotion, elle est au 1er juillet. Donc, voilà. C'est vrai qu'il y a rarement des décisions rétroactives en fait, dans un conseil municipal. Mais on n'a pas des conseils municipaux chaque semaine. Il nous arrive souvent que voilà, c'est le bon sens. Voilà. Sinon, ce sera à partir du 10. Bien, donc je mets au voie cette proposition de création d'un poste d'attaché et de suppression d'un poste de rédacteur principal. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Autre point à l'ordre du jour, c'est la modification et la mise à jour du tableau des effectifs. Donc vous voyez que en rouge, on a créé le poste d'attaché, et puis on avait deux postes de rédacteur principal de première classe à 35 heures. On n'en a plus qu'un. Donc voilà, c'est l'occasion que vous voyez un petit peu le nombre de postes qu'on a sur la collectivité. Bon, ça on le voit au débat d'orientation budgétaire systématiquement. Donc en filière administrative, on a au total 8 postes. Et en filière technique, 20 postes. Je vous rappelle que dans la filière technique, il y a à la fois les services techniques, mais également les agents des écoles. Et les agents d'entretien. Voilà. Et donc en poste emploi non permanent, c'est quoi les emplois non permanents là? Ah oui, c'est pour les accroissements d'activité, voilà.
Donc au total, 8 postes en administratif, 20 postes en technique et 2 postes en filière technique en poste en emploi non permanent. Voilà. Il n'y a pas de remarques sur ce tableau des effectifs? Si, on va te donner le micro, Michael. Ah, c'est fini, pardon. Non, c'est simplement connaître au niveau des agents techniques le nombre de personnes réellement sur le terrain, qu'on appelait à une certaine époque cantonnier. Au niveau des services techniques? Oui. 11. Voilà, c'est tout, j'aimerais. Ouais, c'est 11. D'accord. Merci. On en a parlé ce matin avec Gaël dedans. C'est pour ça. Michael. Moi, ma question, c'est quoi un gardien brigadier? C'est le poste qu'on avait créé pour le policier municipal. D'accord. On l'a en réseau en termes de postes. Donc ils peuvent être occupés ou pas occupés. Là, dans le cas présent, je vous rappelle que sur le poste de policier municipal, on avait créé le poste et effectivement, quelques semaines plus tard, pour la raison effectivement qu'on avait évoquée, des raisons notamment financières et de perspective, on avait décidé effectivement de surseoir au recrutement. Voilà. Mais le poste existe. Voilà. Et pourquoi on ne l'appelle pas policier municipal que gardien brigadier? Ah oui, alors là, c'est le terme. Là, c'est le grade. Donc ça veut dire que dans la fonction publique territoriale, donc il y a les catégories ABC, il y a effectivement les filières techniques, filières administratives, etc. Et à l'intérieur de ces filières, il y a les grades. Et les grades, effectivement, ils sont fixés par les textes. Voilà. Donc on n'a pas la main sur le nom. Voilà. Et donc, typiquement, gardien brigadier, ça doit correspondre effectivement au premier, je dirais au premier grade de la filière. D'ailleurs, est-ce qu'elle est vraiment dans la filière technique donc, oui, donc on n'est pas dans la filière technique, logiquement. Non, effectivement, gardien brigadier, en tout cas, n'est pas dans la filière technique. Depuis qu'on a créé le gardien brigadier, je pense qu'on a une filière spéciale police municipale. Mais en tout cas, on n'a pas la main. C'est vraiment le grade. Et puis la personne, si elle évolue en carrière, elle passera effectivement gardien brigadier, peut-être première classe. Enfin, voilà, il y a d'autres termes. Voilà. D'autres questions là-dessus? Donc je mets aux voix donc, cette actualisation donc, du tableau des effectifs. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. Ensuite, donc toujours dans les ressources humaines, donc nous avons à actualiser le RIFSEP. Le RIFSEP, pour un rappel, c'est le régime indemnitaire donc des agents. Donc c'est un complément de rémunération. Donc à la Perche, historiquement, il est versé 2 fois par an. Donc c'est une enveloppe qui est répartie selon la manière de servir des agents et qui est versée donc en juin et en décembre. Donc l'objet de la modification, c'est assez simplement d'intégrer dans notre délibération initiale le grade et le cadre d'emploi des attachés territoriaux, puisqu'à l'époque, on n'avait pas attribué d'enveloppe ou de montant pour ce grade, puisqu'il n'existait pas. Voilà. Donc, puisque là, on vient de créer un poste d'attaché territorial, il faut effectivement qu'on puisse, dans notre petit tableau, dans le tableau, on avait déjà toutes les lignes rédacteur, adjoint administratif, mais sur la première ligne, on n'avait effectivement fixé aucun montant, puisqu'on n'avait pas de poste de catégorie A sur la collectivité. Comme donc on a créé ce poste, eh bien, il faut qu'on puisse verser un régime indemnitaire à cette personne, et donc il faut qu'on l'active dès à présent. Voilà, c'est le seul objet de la délibération, c'est modifier la délibération initiale pour intégrer donc les attachés territoriaux dans le régime indemnitaire. Voilà. Oui, d'ailleurs, j'ai pas été très complet dans ma remarque. Le régime indemnitaire, il n'existe pas seulement dans le cadre de la prime annuelle, versée 2 fois par an. Il est aussi en complément de rémunération chaque mois pour des agents en fonction de la technicité de leur travail. Aujourd'hui, il faut savoir que dans la fonction publique, il y a le régime de base qu'on appelle le salaire indiciaire.
Donc ça c'est prévu dans les grilles. Et puis effectivement depuis maintenant quelques années, ça va presque 10 ans peut-être, on a le RIFSEP qui est apparu pour compléter les revenus, parce qu'avant on avait toutes sortes, je crois qu'il existait une trentaine d'indemnités possibles, inimaginables, etc. Donc le RIFSEP a permis effectivement de rassembler toutes ces primes pour que ça soit plus clair. Et aujourd'hui, il faut savoir que pour qu'un fonctionnaire gagne sa vie et qu'on soit même pas, on n'est pas compétitif par rapport à le privé, mais qu'on puisse proposer des rémunérations décentes, il faut effectivement le compléter par un régime indemnitaire. Sinon, si on se limite du régime de base, là, autant vous dire que ça devient compliqué pour recruter, quoi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le régime indemnitaire sur la partie fixe, il est quasiment proposé à tous les agents. Voilà. Et donc on a la partie variable, et la partie variable, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, donc qui est versée 2 fois par an, donc en juin et en décembre. Voilà, en tout cas, les montants ne changent pas, c'est réglementaire, les montants qui sont fixés, ce sont des montants plafonds, bien évidemment. Donc l'objet de la délibération, c'est vraiment simplement d'ajouter les attachés territoriaux donc dans la délibération. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas de questions? Ça vous semble clair? Donc je mets au voie cette délibération. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Restauration scolaire, donc en l'absence de Martine Georget qui est en congé, je vais vous présenter cette proposition. Donc, alors pas comme chaque année, puisque l'an dernier on ne l'a pas fait, mais en tout cas régulièrement, on s'était dit que bien sûr il fallait étudier, c'est ce qu'on fait chaque année, les coûts de la restauration, et puis voir s'il y a lieu ou pas d'augmenter la tarification. Et donc, à ce stade de l'année, il vous est proposé effectivement de procéder donc, à une revalorisation donc des tarifs. Donc, il y a plusieurs scénarios qui ont été projetés. Vous voyez, vous avez une proposition à 3%, à 6% et à 9%. Bon, voilà, c'est pour l'exercice. Au regard des coûts, notamment 2024, puisque c'est l'exercice qui est terminé, donc on est plutôt sur une augmentation de coûts qui est de l'ordre, bon ça dépend des postes de dépenses, mais qui peut aller entre 2 et 5% sur certains postes. Donc la proposition un petit peu intermédiaire qu'on vous fait ce soir, c'est plutôt de partir sur une revalorisation à hauteur de 3%. Donc qui, bien sûr, vous savez que le prix de la cantine, il est loin de couvrir les coûts de la cantine. Vous donnez un ordre d'idée, aujourd'hui on est sur un coût de l'assiette, donc uniquement matières premières, sans parler de la masse salariale, on est autour à peu près de 2,50 €, 2,70 €. Voilà. Quand vous ajoutez la masse salariale, donc la préparation, la surveillance également, sur la restauration, on est plutôt autour de 9 €. Voilà. Donc grosso modo, il faut garder en tête que les familles ont à leur charge un tiers de ce que ça coûte réellement. Voilà, donc dans la proposition, bien sûr, une variation qui serait la même pour l'ensemble des tarifs, sauf la première tranche, puisque vous savez qu'on est sur une tarification à 1 €, et donc ça, effectivement, l'État nous plafonne sur le sujet. Si, effectivement, on revalorise la première tranche, on perd la compensation. Je vous rappelle que la compensation de la cantine à 1 €, comment on nous compense à hauteur de 4 €. C'est-à-dire que concrètement, un repas facturé à 1 €, on encaisse 3 € supplémentaires. Voilà. Donc grosso modo, un élève qui paie 1 €, c'est 4 € au total de rentrée d'argent pour la collectivité. Voilà. Donc voilà, en revanche, la revalorisation, elle se fait sur les 2 autres tranches. Et bien sûr sur la tarification adulte, vous voyez qu'on était à 4,42 et on passerait à 4,69. Alors pour faire cette proposition, on a regardé quand même ce qui se passait ailleurs, parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire des tarifs exorbitants, c'est pas l'idée. L'idée c'est juste de prendre en compte l'augmentation des charges de la collectivité. Et donc je vais vous dire par exemple que sur le repas adulte, bon, c'est
avant tout, c'est les enfants qui nous intéressent, puisque les repas adultes, ça reste marginal, hein, mais dans les autres collectivités autour, on est plutôt effectivement autour des 5 euros, voire plus. Et en termes de tarification, ne serait-ce que sur la troisième tranche, à 3,53, ce serait effectivement une évolution de 3,53 à 3,64. On reste effectivement dans les tarifs et les prix moyens comparés. On a pris la tâche avec notamment Seton, La Ferté-Bernard, Saint-Germain-de-la-Coudre et Nogent-le-Rotrou. Bon, Nogent-le-Rotrou, mais encore une fois, on peut se comparer à Nogent-le-Rotrou, mais les prix, parce que je pense qu'on mange aussi bien chez nous qu'à Nogent-le-Rotrou. Enfin, je ne connais pas, mais au moins aussi bien. Et donc à Nogent-le-Rotrou, on est sur des tranches effectivement à 5-6 euros au niveau tarif famille. Donc voilà. Donc la proposition, elle est relativement, je dirais, raisonnable, qui est le compromis entre l'augmentation des coûts et puis bien sûr l'impact le plus limité possible pour les familles. Hein. Voilà pour cette proposition. Y a-t-il des questions, remarques? Michael, on te donne le micro. Moi j'ai une question, si l'enfant paye 1 euro, c'est-à-dire que la commune récupère 3 euros de l'État. Oui. C'est ça. Donc moi je prends par exemple la troisième tranche qui sont à 3,64, ça veut dire que dans quelques années les prix vont faire que d'augmenter, donc forcément il y a un moment ils dépasseront les 4 euros. Donc si cette tranche-là dépasse les 4 euros, par rapport aux enfants qui payent 1, que la commune récupère 3, on a un montant de 4 euros, est-ce qu'après il y aura une augmentation pour cette tranche, pour que ça soit équitable? Alors, il y a plusieurs éléments. Déjà, je rappelle que la cantine à 1 euro, c'est par convention avec l'État. Hein, donc, vous vous rappelez, quand on l'a mise en place, on s'était dit, bah oui, qu'est-ce qui se passe si l'État, effectivement, ne participe plus, etc. Hein, et je vous rappelle qu'on s'était dit, vraisemblablement, si l'État ne participe plus, on fera marche arrière, même si c'est très compliqué par rapport aux familles. Mais en tout cas, c'est le discours et les échanges qu'on a pu avoir. Donc le sujet, c'est la pérennité de la Convention. Aujourd'hui, la Convention existe, mais comme vous savez, on change beaucoup de gouvernement, et on peut aussi imaginer que cette politique, elle soit effectivement remise en question. Donc, pour que ça dépasse les 4 euros, en tout cas dans un contexte où on augmenterait, pour le coup, je ne peux pas te dire si cette politique de cantine à 1 euro existera encore dans 1 an, dans 2 ans. Je crois qu'on a renouvelé là au moins pour 1 an. Donc voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, comment on pourrait tout à fait imaginer dans une situation, je rappelle qu'avant qu'on mette en place la cantine à 1 euro, on n'avait qu'un tarif unique. Un seul tarif. Hein. On pourrait imaginer effectivement que demain, on ait toujours 3 tarifs en fonction effectivement du barème et en fonction du quotient familial, mais sur des proportions beaucoup plus homogènes. Typiquement, quand vous voyez bien la différence là, typiquement on a cette année là, si on prend les tarifs actuels, la première tranche est à 1 euro, la deuxième à 2,76 et la troisième à 3,53. C'est pas ce qui est homogène. Pour moi, ce qui serait homogène, c'est qu'il y ait une différence effectivement, je dirais, entre chaque tranche, je sais pas, de 50 centimes, de 80 centimes, mais rien ne justifie qu'il y ait une telle différence entre 1 euro et 2,76 €, si ce n'est que l'obligation d'appliquer un tarif à 1 euro pour bénéficier de la compensation de l'État. Voilà. Donc on pourrait aussi imaginer, se dire demain, si on n'a plus la compensation de 1 euro, eh bien, de réharmoniser un petit peu les choses pour faire en sorte qu'il y ait moins de différence entre chaque tranche. Et puis le troisième point, c'est que l'aide de l'État, vous comprenez bien que, entre guillemets, même si je vous ai dit que aujourd'hui, la restauration scolaire est déficitaire, on perd de l'argent, mais ça, je ne l'apprends pas. Pour autant, vous avez compris quand même qu'un élève qui bénéficie d'une tarification à 1 euro nous permet quand même effectivement une recette supérieure aux autres. On est d'accord là-dessus? C'est pas la vocation. C'est pas la vocation. Donc il ne faudrait pas se dire, parce qu'à un moment donné, effectivement, le tarif, la troisième tranche, je pense que le temps que ça arrive à 4 euros, il peut se passer encore quelques années, il ne faudrait pas se dire, là, effectivement, la troisième tranche nous permettra de rentrer plus d'argent,
et la première pas assez. Je pense qu'il ne faut pas raisonner ainsi, puisqu'on a toujours une différence de tarif, parce que la différence de tarif, elle s'explique aussi, après c'est contestable, je sais bien, c'est pour ça que je pense que le sujet était tellement contestable qu'on avait laissé le tarif unique pendant très longtemps. Mais le principe du barème social, c'est qu'on prend en compte la situation des familles. Voilà. Quelqu'un, effectivement, qui a un quotient familial de plus de 1 400 €, eh bien, il va payer plus cher sa cantine que celui qui a 800 € de quotient familial. Après, c'est pas un débat qu'on va rouvrir ici, mais la tarification, je dirais, par barème, elle a aussi cette vocation. Dans les centres de loisirs, typiquement avec la communauté de communes, en fonction de votre quotient familial, vous payez un tarif différent. Et on ne raisonne pas en disant, et là il n'y a pas de compensation de l'État. On sait que l'enfant qui paie moins cher parce qu'il est dans la première tranche, eh bien on ne va pas raisonner en disant, oui, on a moins de rentrée d'argent, comment on fait? Non, c'est le principe de différencier le prix par rapport au quotient familial. Mais c'est vrai que, voilà, je rappelle le contexte, pourquoi on a mis en place les tranches, c'était la tarification à 1 €. Et je rappelle également que ça a permis, et je pense que avec le recul on peut se le dire, ça a permis aussi de toucher des enfants qu'on ne touchait pas, et qui rentraient à la maison, effectivement, je caricature, manger le paquet de chips et qui revenaient effectivement à l'école. On a touché effectivement des familles qu'on n'aurait pas touché effectivement par ailleurs. C'était aussi l'objectif c'est toujours l'objectif de la tarification sociale. Donc voilà, par rapport à l'avenir, Michael, je ne peux pas te répondre précisément, mais en tout cas, l'avenir, c'est pas blanc ou c'est pas noir, c'est en fonction de ce qui se passera, c'est en fonction du maintien de la convention avec l'État, ce qui n'est pas forcément gagné, parce que ça coûte beaucoup d'argent à l'État de compenser les cantines, et puis qui est en fonction aussi de l'évolution des autres tarifs. Nous, ce qui est sûr, c'est que c'est l'inflation qui vient nous augmenter nos coûts. Si on avait un coût, je dirais, de denrées assez stable, la question ne se poserait pas d'augmenter pour augmenter, quoi. Pour le coup, je ne sais pas si ça a répondu à ta question, en tout cas, la réponse n'est pas aussi simple. D'autres questions? Donc, je vous propose de partir sur une revalorisation à hauteur de 3% des tarifs scolaires. Donc, y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. Faites des cérémonies. Je vais laisser la parole à Liliane pour l'approbation du règlement du marché de Noël. C'est plutôt ce qu'on a modifié sur le règlement du marché de Noël. En fait, il n'a pas beaucoup changé. J'ai pas l'original. Ça a été qu'il a. Donc on a dû changer, on a peut-être changé les horaires. On a fait à partir de 11h jusqu'à 19h, avec le feu d'artifice à 18h. Les conditions, on n'a rien. Je ne peux pas tout vous relire, à moins que vous voulez que je vous relise tout. Non. Voilà, on a modifié quelques petites choses, mais vraiment minimes. C'était surtout sur les horaires. Les tarifs, c'est toujours gratuit, comme avant. Je pense que c'est tout ce qu'on a changé. Après, on a un petit peu modifié les emplacements. Et puis aussi les quantités de tables et de chaises et de stands, parce que il y avait des personnes qui étaient un petit peu trop des fois exigeants et c'était pas facile à gérer pour avoir tout pour tout le monde. Donc on a limité à un stand par personne, par exposant et une table et deux chaises. Voilà. Sinon, je pense qu'on n'a rien changé. Je pense pas. Est-ce qu'il y a des remarques sur le règlement? Il est demandé un chèque de caution, Oui. Mais on n'a pas le montant. 60 €. Il n'est pas marqué. Il n'est pas marqué sur le règlement. C'est le règlement. Alors, attends, chèque de caution, je ne sais pas où. Oui, c'est 60 €, c'est sûr. Alors, peut-être qu'il faut qu'on le rajoute, non? Oui, on va le rajouter. Donc voilà,
il est vraiment encaissé que en cas de dédit. Donc si c'est au-delà de 30 jours, on redonne le chèque. Bon, c'est après si c'est justifié, on rend le chèque aussi, bien sûr, même si c'est avant ou même à la dernière minute, on rend le chèque. Voilà. Et si c'est moins de 30 jours, on encaisse le chèque. C'est la PE qui encaisse le chèque de l'école André Barbet. Merci Liane. Donc on rajoute le montant du chèque de caution. Après, l'idée, c'est qu'il faut bien s'assurer qu'on n'ait pas d'éléments spécifiques à une année, quoi. Hein, là, on le représente parce qu'il y a eu quelques modalités, notamment sur les horaires, mais l'idée, c'est pas forcément avoir à le représenter au conseil chaque année. Hein, si on peut s'éviter cela, c'est bien. En revanche, donc il n'y a pas de notion d'année, de jour. Hein, donc voilà, mais par contre, les 60 €, hein, c'est avant tout forfaitaire, hein, par définition, donc ça ne va pas changer chaque année. Très bien. D'autres remarques là-dessus? Donc je mets au voie la validation du règlement du marché de Noël. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. Ensuite, on va passer donc à une proposition de règlement pour le challenge sportif et je laisse la parole à Alain. Donc, dans le cadre des animations sportives, la commune de Vallauperche, la commune organise un challenge sportif en partenariat avec les associations de Vallauperche. Pour déterminer les modalités de cette manifestation, un règlement a été mis en place. Comme vous avez pu le voir dans l'annexe de la convocation du conseil municipal, pour nous permettre de cadrer la manifestation pour cette année qui se déroulera le 4 octobre 2025. Y a-t-il des questions? Peut-être qu'on peut le balayer quand même rapidement, au moins les articles. Les grandes lignes. Pour celles et ceux qui n'ont pas eu le temps de lire le règlement. Donc, concernant l'article 1, donc ça comprend l'organisation, donc les organisateurs, donc la ville de Vallauperche et les associations sportives qui se sont portées participants. Article 2, les conditions de participation. C'est gratuit. C'est gratuit. Concernant l'aptitude médicale, etc. Concernant l'inscription, donc ce sera des équipes de 5 personnes avec un capitaine d'équipe, voilà. Il faut avoir quel âge pour participer? À minima 6 ans. 6 ans. Et dans chaque équipe, il faut qu'il y ait au moins un adulte. Un adulte, d'accord. Concernant la tarification, donc c'est gratuit. Concernant les modalités, le jour de la manifestation, il y aura des 9 heures, il y aura un dossard ou un badge. Donc je pense qu'on ira plus vers un badge, mais on en discutera en commission vie associative. Concernant l'article 6, qui concerne les dispositions médicales. Donc concernant les mineurs, donc les parents auront à remplir une attestation d'autorisation parentale que l'on va retrouver à la fin des articles. Concernant l'article 7, concernant l'éthique, donc les organisateurs se donnent le choix de refuser ou d'exclure un candidat qui ne rentre pas dans les critères. Voilà. Concernant l'article 8, donc récompense, donc les trois premières équipes à la fin de journée seront récompensées. Concernant l'article 9 qui concerne les ateliers et feuilles de route du programme, donc le challenge, c'est un enchaînement d'ateliers qui sera sous la responsabilité d'un animateur de l'association participante. Concernant le programme prévisionnel, donc ça démarrera à 9h pour terminer à 17h le soir.
Concernant l'article 10, donc ça concerne le respect de l'environnement, dont les déchets et compagnie. Concernant la restauration, donc l'accueil se fera au gymnase Bernard Lebranchu, autour d'un café d'accueil. Et puis chaque participant pourra soit apporter son pique-nique ou on mettra à disposition une restauration rapide, à charge des participants. Concernant l'article 12, tenue vestimentaire, il en va de soi qu'il faut avoir une tenue adéquate pour pratiquer tel ou tel sport. L'article 13, donc les règles à respecter, chaque participant s'engage à respecter les consignes pour effectuer chaque atelier. Concernant l'article 14, donc ça concerne les secours, donc un service de secours sera présent sur place. Et il sera important de signaler aux bénévoles présents tout le long du parcours en cas d'une personne qui aurait un problème. Article 15, la couverture photo audiovisuelle. Donc, du fait de son engagement, chaque participant déclare avoir pris connaissance et accepte les dispositions légales réglementaires relatives aux droits de reproduction publique par l'image et de l'événement dans le cadre de la promotion de celui-ci. Article 16, le parking, donc des différentes zones de parking seront mises en place pour accueillir les personnes aux abords du site. Article 17, assurance responsabilité. Donc je précise que la commune de la ville de Vallauperche est couverte par une police d'assurance professionnelle. Les participants sont tenus d'avoir une police d'assurance responsabilité civile garantissant leur responsabilité tant vis-à-vis des tiers que vis-à-vis des installations fournies par l'organisation pour tout dommage. C'est des licenciés ou non. Voilà, ça peut être une équipe de copains. Voilà, c'est ouvert à tout public. Donc en annexe, on a pu trouver l'attestation d'autorisation parentale pour les mineurs. Et en deuxième annexe, on a le formulaire que les gens pourront récupérer en mairie ou le récupérer sur le site de Vallauperche pour faire l'inscription à cette manifestation. Voilà. Y a-t-il des questions? Bien, merci Alain pour cette présentation. Les gens vont faire tous les... Non, mais il faut parler dans le micro, Philippe. Donc si tu prends la parole, il faut prendre le micro. Les gens vont faire les 8 postes, moi j'appelle ça des postes, les 8 activités. Pose ta question et puis il va répondre à Alain. Tu en avais d'autres, non? Non, c'était la seule question? Non, c'est ma seule question, mais ça fait grosso modo 37 minutes par activité. On a parlé environ d'une quinzaine de minutes par atelier. Voilà, pour avoir le temps de passer d'un atelier à l'autre. Donc la manifestation durera 2h30 le matin et 2h30 l'après-midi. Donc voilà, on était parti sur 10 minutes. On a discuté avec les associations présentes, participantes, et nous ont dit 15 minutes, ça serait pas mal. Ça permettrait d'avoir pas mal d'enjeux au niveau de cet atelier. Et il s'avère que chaque responsable d'atelier fournira une note maximale de 20 pour l'équipe participante. Voilà. Merci Alain. D'autres questions? Eh bien écoutez, je mets au voie cette proposition de règlement intérieur. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. Et autre point à l'ordre du jour, la gouvernance. Donc ça concerne la communauté de communes. Et comme il est d'usage, en fin de mandat, il est nécessaire que les conseils municipaux, et le conseil communautaire se positionnent sur le nombre de sièges au conseil communautaire au prochain mandat. Donc il y a des calculs qui sont proposés par rapport à cette décomposition. Le conseil communautaire s'est positionné
en proposant le maintien de la répartition des sièges. Après la délibération du conseil communautaire, il est nécessaire que les conseils municipaux se positionnent également. Donc c'est l'objet de la délibération ce soir. Donc nous, au niveau de Valoperche, on a voté favorablement à cette répartition, ce qui permet donc pour la commune de Valoperche de maintenir 11 sièges au niveau de la communauté de communes. Donc la répartition ne change pas en fait. Chaque commune garde le même nombre de sièges. Voilà. Donc, je ne vais pas en dire plus puisque ce soir on vous demande effectivement de valider la proposition qu'a fait la communauté de communes en fait assez simplement, et typiquement stratégiquement pour Valoperche, les autres scénarios qui auraient pu être envisagés effectivement c'était avec moins de sièges. Donc assez simplement, en tout cas pour Valoperche, le maintien c'est l'optimisation du nombre de sièges au niveau du conseil communautaire. Voilà, est-ce que ça amène des questions cette répartition ? Non, donc je mets aux voix cette proposition. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Ensuite, on a la communication des décisions prises par le maire depuis le dernier conseil. Notamment, on a une demande de subvention donc à la FAFA, Fonds d'aide au football amateur, pour l'éclairage sportif. Donc on n'a pas encore de réponse là-dessus. On a fait également une demande de subvention au conseil départemental pour la restauration de la toiture du lavoir de Mal en lien avec l'association du patrimoine de Mal, les Amis du patrimoine. Également une autorisation de signature pour l'achat d'un camion nacelle donc qui nous a permis de renouveler un véhicule, de faire d'une pierre deux coups. Il y a un véhicule Ford qui était en fin de vie, donc il fallait renouveler. L'idée était donc d'une part de renouveler, mais aussi éventuellement d'envisager de finalement gagner notre indépendance au niveau nacelle. Je vous rappelle qu'aujourd'hui on n'a pas de nacelle, donc on dépend d'une entreprise de location. Et donc là, il y a une super occasion qui a été trouvée par les collègues sur Rennes. Et donc, ce camion nacelle a été acheté pour un montant de 22 800 € TTC. Donc vous le verrez bientôt dans les rues de la commune, en lieu et place donc, du Ford qui, lui, va être non pas vendu, mais sans doute vendu pour pièces. Voilà. Et enfin, la dernière décision, c'était une modification de la demande initiale, puisqu'on avait demandé de mémoire 80%, et on nous a rappelé que c'était 50 maximum. Donc voilà, ça a fait l'objet d'une autre décision. Voilà, donc on arrive aux informations diverses. Moi j'ai 2-3 informations concernant des informations que vous avez déjà reçues. Donc on a du côté du SICTOM reçu une proposition notamment pour la récupération des pneus. Vous savez que c'est une problématique, alors non, pas ouverte au grand public, le grand public doit toujours voir avec son garagiste, si tant est qu'il passe par son garagiste pour changer ses pneus, mais en tout cas le garagiste a l'obligation de reprendre vos pneus, vous le savez. Mais en revanche, on a cette problématique de dépôt sauvage de pneus régulièrement. Donc on a fait les comptes là, avec Gaël, notre responsable des services techniques. On a plus de 200 pneus en stock qui ont été au gré des années, qui ont été repris en dépôt sauvage. Voilà, c'est tellement simple de déposer sur la route en se disant que forcément quelqu'un s'en occupera. C'est le principe du dépôt sauvage. Et donc voilà, ça représente 200 pneus. Donc le SICTOM nous a fait une proposition, notamment est en train de chiffrer et dénombrer le nombre de pneus détenus par les communes. Et on pourrait imaginer un ramassage ponctuel au moins, dans les prochaines semaines. Et il travaille également sur, pourquoi pas, demain que les déchetteries puissent reprendre les pneus. C'est pas fait, c'est compliqué. Mais en revanche, en tout cas, nous, ça nous permettrait, là, s'il y a un ramassage, de se libérer en place, de se libérer en pollution, évidemment. Donc voilà, 200 pneus. Moi, je ne croyais pas, quand il m'a donné le chiffre, je ne voyais pas autant de pneus entre le Teil et Mal, notamment. Tout est rassemblé. Donc voilà, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. SICTOM, vous avez vu donc il y aura un impact la semaine prochaine pour le ramassage avec le 14 juillet. Même si le 14 juillet est un lundi, ça décale
tous les ramassages. Donc le ramassage habituellement chez nous le jeudi se déroulera le vendredi. Également en écho avec un sujet qu'on avait évoqué souvent ici, le dialogue est ouvert avec le conseil départemental concernant le 4 août, le fameux carrefour des 4 août. Et donc on avait reçu une première proposition, donc on a discuté, qu'on a évoqué notamment avec les élus de l'Hermitière, notamment Jean-Paul, et qui ne recevait pas forcément l'assentiment de nos collègues. Donc pour effectivement avancer un peu plus dans cette proposition et qu'elle soit un peu argumentée, j'ai proposé qu'on se rencontre sur site dans quelques jours pour voir ce qui est le plus adapté. Carrefour des 4 août, tout le monde le voit, sur la route de Saint-Cyr. C'est donc le carrefour entre la D211 et la D636 et notre voie communale qui va direction Saint-Cyr. Donc le sujet, c'est aujourd'hui, il y a un système de priorité à droite. La question, c'est faut-il y introduire des panneaux et le cas échéant où. Et donc les choses sont en cours. Rappel. Oui, alors justement, sur la proposition qui a été faite, il propose un système de changer les panneaux de côté et tout, alors que le problème qu'il y a, c'est la priorité sur les véhicules qui viennent du bourg de l'Hermitière, alors que l'inversion de tous les panneaux, c'est comme si la priorité était refusée par les gens qui viennent des Jardins-François. Ouais. Donc ça n'a rien à voir. En plus, ça accentue, ce qu'ils mettaient dans leur courriel, ça accentue effectivement le principe des priorités. Quand vous voyez effectivement un panneau qui met une direction, vous vous dites, il y a une voie par là, attention, il n'y a pas de stop, il n'y a rien, je fais la priorité à droite. En revanche, ce que tu évoques, c'est le fait que ça ne règle pas le problème pour effectivement la priorité à droite que tu évoques. Non, si. Le problème qu'il y a, Sébastien, c'est qu'ils ont dit qu'ils avaient aménagé en faisant des tontes et tout sur les fossés. Mais quand il y a des maïs ou des choses comme ça qui sont plantés dans le champ, tu as beau raser ce qu'il y a dans le fossé, tu vois rien du tout de ce qui arrive sur le Saint-Cyr. Et en fin de compte, question économie, il va falloir changer tous les panneaux et tout de côté. Alors il y a juste un panneau à remettre un stock qui est sur notre route à nous. Je trouve que le sujet il est quand même un petit peu léger. Bon. Et la deuxième chose, dans la proposition qu'ils ont fait, ils ont fait un aménagement sur le carrefour de la D211 et de la D313, c'est-à-dire celle qui est après les Jardins-François. Oui. Ça ne nous concerne pas, nous. Mais non, mais ils évoquaient. Mais non, mais. Alors en plus, si tu retires. Faut lire tout le mail et ne pas extraire seulement ce qui nous intéresse. Oui, ce qu'ils évoquaient, c'est que sur cette départementale, il y a une certaine cohérence. Donc ça veut dire que pour eux, sur cette départementale, effectivement, il y avait le 4 août avec un système de priorité à droite. Pour eux, il faut effectivement continuer jusque vers Saint-Hilaire-sur-Aire, Saint-Aignan-Saint-Hilaire, pour faire en sorte qu'il y ait un système de priorité à droite sur l'ensemble de la voie. Moi, je le comprends, ça. Sébastien, tu la prends, cette route? Moi, je la prends régulièrement. Il y a les voitures qui descendent de la ferme et tout. Quand il y a les maïs et tout planté, si jamais tu retires les stocks, il va y avoir des morts, là. C'est couru d'avance. Bon, dans les faits, en tout cas, ils argumentaient en disant sur une voie, à partir du moment où on a. Mais non, mais. C'est des arguments de gens qui sont dans un. Non, mais Jean-Paul, tu peux ne pas être d'accord. Mais leur argument de dire sur une route départementale, effectivement, à partir du moment où sur un carrefour, il y a une priorité à droite, pour que ça soit effectivement beaucoup plus cohérent et compréhensible, on applique le régime des priorités à droite sur toute la départementale. Moi, je le comprends, ça. Après, dans les faits, sur le terrain, s'il y a des champs, s'il y a des choses qui empêchent la visibilité, le principe d'une priorité à droite, c'est pas forcément d'avoir de la visibilité. Mais si jamais tu es obligé de rentrer dans le carrefour pour voir s'il y a une voiture qui arrive, enfin, je sais pas, c'est complètement ridicule. Moi, alors, en plus, si c'est pour une question de cohérence, et bien qu'on mette des stops à l'autre carrefour. Non, mais Jean-Paul, je sais que le sujet est passionnel pour toi. C'est pas passionnel, c'est une question. Non, mais excuse-moi, mais en l'occurrence, jusque-là, on avait effectivement des fins de non-recevoir. Là, le conseil départemental vient sur site pour nous dire on va trouver une solution. C'est très bien. Il faut voir le verre. Moi, je suis très content, Sébastien, parce que ça fait au moins 3 ans qu'on en parle de ça. Donc, ils nous demandent notre avis en plus, en disant qu'est-ce que les gens pensent. Donc, faudrait pas qu'ils viennent nous demander notre avis en ayant déjà pris leur décision. Non, pas du tout.
Non, J'ai déjà eu affaire à eux. Non, mais moi je te dis, la demande vient de nous, Jean-Paul, donc en l'occurrence, je verrais mal effectivement le fait que le conseil départemental mette en plan d'action ensemble, en œuvre, pardon, sans notre aval. Et également regarder aussi le coût, parce que tout ce qu'on demande, Oui, ça coûtera sûrement moins cher. Ça coûtera sûrement moins cher de mettre juste un stock que de déplacer ou de retirer tous les panneaux. Non, mais il n'y a pas de décision de prise, Jean-Paul, donc il ne faut pas. Et je te remercie. Cool. Je te remercie de ce que tu as fait pour qu'on puisse savoir. Mais par contre, tu as refusé le rendez-vous, donc j'en déduis que tu n'es pas là le 1er août. Ah bah non, ça va pas, non. Si, tu as refusé le rendez-vous. Ah non, bah j'ai mis. Tu t'es trompé entre le oui et le non. Ah non, je suis là, il n'y a pas de problème. Ah, mais tu as le droit d'être en vacances. Par contre, on n'a pas eu de choses comme quoi le premier rendez-vous qui était donné, il était annulé. On devait avoir un rendez-vous cet après-midi, normalement. Ben, je devais vous confirmer, mais entre-temps, je vous ai renvoyé le mail. Oui, tout pour le... Non, mais il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Parce que l'intérêt de ce rendez-vous, c'est qu'on est non seulement donc les représentants de l'agence du Perche, mais qu'on est également le bureau sécurité routière du département, puisque c'est lui, effectivement, qui amène ces préconisations. Donc, l'intérêt du rendez-vous, on aura à la fois, effectivement, nos interlocuteurs habituels, plus le chef ou son représentant du bureau sécurité routière du département. Et est-ce qu'il y aura un représentant de Préau du Perche, parce que Carrefour de la 300... Non, à ce stade, non. Non, à ce stade, non. Oui, Dominique avec le micro. Pour aller dans le sens de Jean-Paul, c'est pas du tout un débat passionnel de la part de Jean-Paul, je suis totalement d'accord avec lui. Ça fait des années que les services du département ne veulent absolument rien changer. Le carrefour précédent sur la route de Préau est largement aussi dangereux. Pour preuve, moi j'ai récupéré un dimanche matin un cycliste qui aujourd'hui est en fauteuil roulant, qui a été percuté par un scooter qui n'a pas respecté la priorité à droite. C'était ça il y a une quinzaine d'années, 10-15 ans, je ne sais plus. Et en fait, ces deux carrefours, comme dit Jean-Paul, nous qui les pratiquons très régulièrement, sont extrêmement dangereux et le service du département ne veut rien entendre. J'espère bien que le 1er août, quand ils vont venir, ils vont au moins nous écouter parce que en tout cas, le carrefour de l'Hermitière est un carrefour extrêmement dangereux. Qu'on le prenne en tracteur, en ce qui est mon cas, je le prends en tracteur, c'est un carrefour qui est... c'est la roulette russe chaque fois qu'on y arrive. Parce que comme dit Jean-Paul, quand il y a des champs de culture, la visibilité est totalement nulle. Et à chaque fois, c'est la roulette russe. Donc j'espère que cette fois-ci, les services du département vont nous entendre, parce que je trouve ça lamentable. Il y a une personne je crois de Préau, enfin je ne sais plus où de cette personne, qui est en fauteuil roulant aujourd'hui, parce qu'il y a déjà eu un accident extrêmement grave sur le carrefour de la route de Préau. Oui, mais c'est bien Dominique, mais depuis des années, effectivement, il s'est rien passé. Donc moi je vois et je rappelle qu'on a obtenu un rendez-vous avec le département, donc il ne faut pas effectivement, là d'emblée, vous partez effectivement sur un a priori qui ne me semble pas effectivement très constructif. Je termine. Dominique, je termine, pour le coup. Le sujet, il est revenu effectivement régulièrement. Si effectivement on y a répondu, et j'y ai répondu effectivement en intervenant le conseil départemental, le conseil départemental effectivement a fait une première réponse. En l'occurrence là, on fait une visite sur site. Moi, j'ai aucun a priori effectivement sur ce rendez-vous, si ce n'est qu'on va effectivement travailler et réfléchir à une solution effectivement qui permette, encore une fois, d'améliorer effectivement le sujet. Et je dis simplement, et c'est des réponses qu'on avait, des échanges qu'on pouvait avoir, je disais simplement effectivement dans un premier temps que parfois y ajouter effectivement de la signalétique, c'est pas forcément effectivement ça va pas forcément toujours dans le bon sens. Voilà. Donc ce sujet de priorité à droite, je pense qu'il est historique. Je pense que les élus successifs effectivement se sont peut-être effectivement battus avec le conseil départemental. Je ne sais pas. Là, on a un rendez-vous, donc ça veut dire que, en l'occurrence, on se soucie effectivement du sujet. Et effectivement, moi, j'y vais avec beaucoup de sérénité à ce rendez-vous. Voilà. La seule chose où j'ai discuté, c'est sur... Dans le micro, Dominique, si tu peux redonner le micro à Jean-Paul. La seule chose où j'ai discuté, c'est pas sur au contraire, le fait d'avoir réussi à avoir un rendez-vous, c'est super. Où j'étais pas très content, c'est qu'ils font déjà une proposition de modifier sans nous avoir consultés. Et là, alors, en plus, je t'ai marqué sur ma réponse que ce qu'ils proposent, c'est complètement nul. Oui, tout à fait. Non, mais après, au moins, c'est une proposition. Il faudrait pas que ce soit une décision.
Mais non, la décision elle n'est pas prise. La preuve, ils nous demandaient notre avis. Donc, bien, donc ça sera le 1er août, donc sur site, avec les représentants du conseil départemental. J'en ai fini moi pour les informations diverses. Liliane. Je vais juste vous faire un petit retour sur le comité de jumelage qui avance très très bien, puisque maintenant que l'association est créée. En juin, on est allé un petit groupe avec les randonneurs de Malles rencontrer les randonneurs de Cerizay. Donc on a fait 2 petites marches, c'était très intéressant. Et on a visité toute la commune. Voilà, c'était bien. Et donc depuis, on a eu une visio avec le maire de Cerizay, la présidente du jumelage, Sébastien et nous-mêmes. Et donc il en est ressorti on pense qu'on va pouvoir peut-être certainement signer une première charte d'amitié qui aurait lieu les jours des marchés de Noël. C'est-à-dire soit le 6 décembre pour le marché de Noël à Cerizay et le 20 décembre à Val-au-Perche. Donc voilà, ça avance bien. On se revoit en visio début septembre pour finaliser tout ça. C'est tout. Alors moi je voudrais particulièrement remercier Liliane, Heidi, Isabelle et Martine qui se sont jointes à moi pour appeler les personnes en situation vulnérable. Par contre, je n'ai pas assez de personnes. Quand ces personnes-là vont partir en vacances, j'aimerais bien avoir un petit peu de personnes pour m'aider à appeler toutes les personnes qu'on va appeler, surtout qu'on nous annonce une prochaine canicule la semaine prochaine. Donc je fais appel à toutes les bonnes volontés. Voilà. Merci Annie. Jean-Claude. Donc concernant les travaux voirie rue de la Taille, donc pour l'instant c'est en arrêt. Ça reprendra sûrement que début septembre. On a une réunion vendredi avec notre maître d'œuvre et puis Toffoluti. Concernant les travaux de la mairie, ça avance. Je pensais que ça allait aller un peu plus vite, mais bon, on a pris un peu de retard. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense qu'on déménagera à la mairie pas avant la mi-septembre. Voilà. Donc petit rappel, le 18 juillet, c'est-à-dire dans une semaine, enfin un peu plus d'une semaine, nous aurons la fête du jeu et du cinéma, en cinéma de plein air, avec dès 10h du matin la médiathèque qui mettra toute la partie jeu de plein air en place, et le film qui aura lieu à 22h, voilà, je suis en train de relire mes notes. Auparavant, il y aura donc une buvette et la restauration pour ceux qui souhaiteront dîner sur place, avec une animation musicale. On présentera aussi, dans le cadre du cinéma de plein air, le film historique sur le Teil qui a été numérisé, donc qui sera présenté aussi à cette occasion. Et le film qui sera présenté le 18 juillet, c'est un petit truc en plus. Prochaine aussi manifestation, on aura le 30 août la fête du skate qui débutera à 14h et qui se terminera par un concert et un feu d'artifice. Voilà. En ce qui me concerne, donc, nous avons fait le choix au niveau du bassin d'intention de lotissement Bensley de l'entourer de canivelles, c'est-à-dire une petite clôture. Pour le sécuriser au cas où les enfants passeraient par là au niveau quand il y a beaucoup d'eau. Sinon, nous accompagnons les associations avec du prêt de matériel de la commune pour toutes les manifestations qui sont faites et on essaye de contenter tout le monde. C'est Joël. J'ai une petite question concernant les ressources de l'eau. Concernant la canicule depuis plusieurs semaines, là, une question que je me pose, parce qu'on le voit dans différents secteurs, pas forcément chez nous. Hier j'étais sur Beauval, et j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui puisaient l'eau dans les ruisseaux, les rivières. Qu'en est-il aujourd'hui de la réglementation? Voilà, je pense que la réglementation elle s'applique pour tout le monde, je pense. Après, tu as d'autres choses à dire? J'allais parler un petit peu au niveau de l'éclairage sportif là.
Donc on attend un petit peu on attend le retour de la FAFA, que ce soit positif ou négatif, parce qu'on n'a pas le droit de démarrer les travaux avant d'avoir reçu un avis favorable ou défavorable d'une demande de subvention. Voilà, c'est tout pour moi. Alors, sur le sujet de l'eau, peut-être que Jacques complétera ma réponse, mais j'ai en tête effectivement qu'il y a des modalités précises, on est d'accord, hein, on prélève de l'eau des rivières, hein, pour le coup. En temps normal, en tout cas, c'est une pratique, notamment des agriculteurs, hein, qui font, et qui peut être contrainte au moment où il y a des avis et donc des arrêtés préfectoraux de sécheresse, notamment. Est-ce qu'il y a d'autres éléments là-dessus, Jacques? Si pour prendre le micro, des contre-indications? Contre-indications, pour l'instant, je pense qu'on n'a pas eu beaucoup, mais j'étais à la dernière réunion au SDE, au département, et s'il ne pleut pas en juillet-août, on s'en sécheresse, et là, on risque d'avoir des gros problèmes. Hein, puisque les nappes, elles sont juste au niveau. Elles sont montées, c'est vrai, mais elles ne vont pas plus haut que le niveau normal. Alors, ce qui est le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont chercher avec leur tonne, une remorque, de l'eau dans la rougette, ça arrive, hein, on en voit. Hein. Et là, je pense que c'est quand même grave. Hein. Faut penser que, ben oui, aujourd'hui, on manque d'eau. Hein. Voilà. Mais bon, d'ici peu, on va vraiment avoir des restrictions. Hein. Alors, ça ne serait pas la peine d'aller trop vite pour aller chercher une cuve 1000 litres d'eau à droite et à gauche. Hein. On le voit, hein. C'est même arrivé dans l'huile, hein, aussi qu'on puisse l'eau, hein, à la commune. Oui. Oui, mais bon, les gens à côté n'ont pas le droit. Voilà. Jacques a répondu à la même façon. Je pense qu'au niveau des agriculteurs, quand ils puisent l'eau dans la rivière, il y a un compteur et puis ils ont des autorisations pour puiser, mais jusqu'à un certain moment pour une bonne utilité, par exemple du maraîchage, ou voilà, c'est. Comme la commune, hein. Comme la commune, hein. Je veux dire, c'est sur autorisation, hein, de la police de l'eau. Très bien, merci. Heidi, qui nous a rejoint. Le commerce éphémère, donc la dernière location, c'était Madame la boutique de Fred, qui a encore été contente de l'accueil qu'elle a eu par les administrés. Donc nous avons relancé une communication pour avoir de futurs locataires. Et le gîte qui suit son rythme de croisière, qui a une fréquentation pour le moment tout le week-end du mois de juillet. Et on va avoir une semaine aussi en juillet. Donc ça se passe bien. C'est tout pour moi. Merci Isabelle. La distribution du guide est terminée, ainsi que le guide des associations. Donc je vais remercier tous ceux qui ont participé à la distribution et ceux qui ont fait même plus. Et vendredi, nous avons du coup une nouvelle réunion pour le produit du guide numéro 22. Voilà. Merci Isabelle. Y a-t-il d'autres informations diverses ou questions diverses? Marie-Armelle, que l'on est ravi de retrouver. L'heure de changement, l'heure de fin de marché a été changée récemment, je crois. Non, a été rappelée. Parce que ça pose problème à un certain nombre de commerçants, entre autres la poissonnerie, les crêpes, le barista, le maraîcher qui est juste en face, parce qu'ils ont, si tu veux, ils ont des commandes beaucoup après 12 heures. Il y a pas mal de gens des bureaux donc qui sortent et qui viennent faire carrément leur marché
et demander des crêpes. Et je crois, et je parle pour la dame des crêpes, Mme Cat, que si tu veux, ça lui enlèverait l'heure de fin de marché, lui enlève pas mal de possibilités de travailler. Parce qu'elle a beaucoup de temps, il lui faut beaucoup de temps pour ranger, pour nettoyer, pour que ses gâtières refroidissent un peu. Enfin voilà. C'est ce que j'ai entendu ce matin, c'est ce qu'on m'a dit sur le marché. C'est bien de nous faire remonter ça. Donc en effet, ce matin, j'ai été rappelée à tous les commerçants du marché que dans la réglementation, c'était prévu 13 heures que la place soit libérée. Donc c'est un contrat qu'ils ont signé tous, donc ils en étaient conscients. Et donc nous, c'est surtout pour l'organisation de la remise en service du parking, pour 13 heures que les agents techniques viennent nettoyer. Donc j'ai distribué ce matin, certaines personnes m'ont informé que c'était compliqué. Donc je leur ai dit, on va commencer à y aller par étapes, donc essayer de respecter 13 heures. Si ça ne va pas, on va revoir ensemble, mais pour le moment, c'est 13 heures comme c'était convenu. Donc ce matin, beaucoup m'ont dit oui, d'accord, pas de souci. J'ai eu que 2 retours en me disant que ça allait être plus compliqué. Là, je m'aperçois qu'il y a plus de personnes, mais oui. Oui, et dans les faits, à 13h15, il y avait encore beaucoup de monde. Non. Donc sur le sujet, non, pour répondre à ta question, et comme l'a fait Heidi, c'était un rappel au règlement qu'on a fait. C'est un rappel au règlement. Donc il y a un règlement effectivement du marché qui peut être mis à jour, il n'est pas intangible. En revanche, il y a un rappel au règlement, et notamment en lien avec ce que disait Heidi, notamment avec le service technique qui interviennent. Ils reprennent effectivement le travail à 13h, et dans la foulée, effectivement, ils interviennent sur le marché. Et en fait, on s'est rendu compte que plus le temps allait, et plus effectivement ça traîne quand même. Donc moi, j'aurais préféré très honnêtement qu'on nous dise « Ah ouais, le règlement, si tant est que j'ai lu, convient pas et on aimerait effectivement des aménagements », plutôt que finalement ça passe par un rappel au règlement. Et dans les faits, de nous justifier. Toi, tu parles de commandes. Bon, certes, mais il n'y a pas que des commandes. Je vois aussi, parfois, effectivement, on quitte son stand et on va boire un coup, etc. Ça arrive. Mais pour autant, j'entends effectivement ce que tu dis, Marie-Armelle, et je pense que ça mérite qu'on se pose la question, parce que derrière les services techniques, par définition, on peut aussi faire en sorte qu'on s'organise autrement, et que, en trouvant quand même un juste compromis, parce que cette place, elle doit effectivement retrouver elle doit retourner donc à ses places de stationnement à un moment donné. On ne peut pas se permettre effectivement de dire à 14h, effectivement, elle est encore fermée. 14h, ça correspond aussi à la réouverture, le cas échéant de commerce, etc. Donc il faut qu'on trouve effectivement un juste milieu. Après, il y a le sujet des commandes, effectivement, qui peut être aussi un argument. Le sujet, c'est comment trouver le cas échéant un compromis pour l'horaire de fin. Il ne s'agirait pas, encore une fois, on a des commerçants qui sont fidèles, il ne s'agirait pas que ce soit un point d'achoppement. Je pense qu'on est à l'écoute, mais l'écoute, effectivement, c'est aussi un échange de propositions, etc. Et je pense qu'à la base, ça vient effectivement d'une problématique où on a oublié les règles de base de ce marché. Je rappelle simplement qu'on a maintenu la gratuité, mais la gratuité, effectivement, ça ne veut pas dire aussi chacun fait ce qu'il veut, on est quand même sur un espace public. Après qu'il y ait un échange et qu'on évolue sur certaines règles, moi par principe, effectivement, j'y suis plutôt favorable. Mais il ne s'agirait pas effectivement de dire demain on met 13h15 et puis dans les faits aujourd'hui, moi je suis passé, il était 13h10, 13h15, il y avait encore beaucoup de commerçants et j'ai envie de dire même plus que d'habitude. Donc je ne sais pas si c'est un phénomène de fronde en disant non, finalement on nous rappelle les règles, mais bon, c'est le domaine public. Le domaine public, il y a des règles effectivement à déterminer. Je pense qu'on est assez cool, assez souple, Heidi, dans le suivi effectivement qu'elle fait avec les commerçants. Je pense que voilà, à un moment donné, rappeler effectivement des règles de base. L'espace public, à un moment donné, vous connaissez la problématique de stationnement sur la place de Teilleul. Il ne s'agirait pas effectivement que. Voilà. Donc l'idée, c'est de trouver vraiment un juste compromis entre effectivement notre règlement peut-être actuel et puis prendre en compte de manière assez pragmatique les besoins des commerçants. Non, tu vois, parce qu'ils m'ont dit qu'ils terminaient, normalement le marché terminait à 14h, c'est pas vrai, s'ils ont signé un papier,
Voilà. Aucun marché, ça, c'est bien. Voilà, donc en tout cas, moi, ce que je propose, Heidi, c'est qu'on puisse peut-être se réunir au niveau de la commission commerce, qu'on en discute, qu'on voit les incidences aussi par rapport aux services techniques, par rapport au stationnement à récupérer, le cas échéant, pour l'après-midi, et puis voilà. Mais c'est un sujet qui reste ouvert toujours. C'est ce que je leur ai dit ce matin. C'est ce que tu leur as dit ce matin. Voilà. Bien. Merci Marie-Armelle pour ta question. Voilà, c'est ça aussi l'intérêt du conseil municipal, c'est qu'on puisse exprimer aussi des choses qu'on entend. Alors, des choses qu'on entend qui, là pour le coup, c'est des retours, des témoignages effectivement de commerçants. Voilà. Bon, il se trouve qu'Heidi les a entendus, mais parfois on n'utilise pas forcément les canaux officiels. Donc bon, voilà, c'est l'occasion d'évoquer ce sujet, mais qu'on suit avec Heidi depuis quelques semaines. D'autres questions? Informations diverses? Eh bien écoutez, il est 19h42. Je lève la séance. Merci à tous. Bonnes vacances. Et la prochaine réunion, donc, je vous la donne quand même, puisqu'on vous avait donné le calendrier. C'est en septembre, donc, et on revient sur le jeudi, puisque là c'était exceptionnellement le mercredi. Et ce sera le jeudi 11 septembre. Donc, on sera encore dans la salle polyvalente, monsieur Laurent. Le 11 septembre. Voilà, merci à tous. Bonne soirée.